La séance est reprise. Monsieur le secrétaire perpétuel, quelles sont les informations? Alors les informations sont que il y a maintenant des manifestations qui se tiennent à l'amphithéâtre Saint-Côme. On peut peut-être montrer une diapositive. Ça veut dire que, je rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas, que l'amphithéâtre Saint-Côme a été construit par les chirurgiens entre 1694 et 1697 sur leur denier. Était un des premiers amphithéâtres d'anatomie. Et cet amphithéâtre Saint-Côme est maintenant a été libéré par la Sorbonne Nouvelle, et donc nous guettons la réintégration. Et vous voyez, comme vous pouvez le voir sur les photos, peuvent se tenir dès maintenant des manifestations dans l'amphithéâtre Saint-Côme, même si les travaux autour n'ont pas encore été entrepris d'aménagement. Et bien sûr, c'est une information importante pour l'Académie. Nous allons d'ailleurs tenir une réunion pour examiner le business plan de notre réintégration à Saint-Côme et de location des locaux dans les bâtiments. Voilà. Sinon, nous pouvons tout de suite peut-être passer à la présentation de l'ouvrage de Patrice Diot, Pascal Morel et Michel Vivorca, qui traite d'un sujet qui concerne tous les médecins. Je vous en prie, vous pouvez venir. Non, mettez-vous là-bas, vous serez très à l'aise. Qui s'appelle « Notre médecine est malade ». C'est un constat que je pense beaucoup d'entre nous partageons. Soignons le mal à la racine. Et je dois préciser que vous êtes président de la conférence des doyens. Vous l'avez été. Voilà. Je rappellerai simplement un livre que j'avais beaucoup aimé de Laurent Sedel, Les chirurgiens au bord de la crise des nerfs. Crise de nerfs, voilà. Donc c'est dans la suite. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Mesdames et Messieurs les académiciens, merci d'abord de votre invitation. La pandémie du Covid a mis en lumière des défaillances dans notre médecine, que ce soit dans l'offre de soins, dans la formation, dans la recherche. Et finalement, c'est ce constat qui nous a amené à réfléchir ensemble avec Pascal Morel et à décider d'écrire ce livre, dont je n'aborderai cet après-midi, et Pascal Morel pourra m'aider à répondre à vos éventuelles questions, que je n'aborderai que sous le volet relation entre offre de soins et formation, essentiellement parce que ça fait l'objet d'une actualité très très intense qui doit nourrir, je pense, des réflexions et peut-être même des prises de position de compagnies comme la vôtre. Alors, au cœur de cette relation entre l'offre de soins et la formation, il y a un trio d'acteurs qui sont l'université et puis, de part et d'autre, les médecins et les chirurgiens et l'ensemble de nos confrères, et puis les étudiants. D'abord, les médecins. S'agissant des médecins, on est confronté à des questions de nombre et on est confronté à des questions de représentation. Représentation à la fois d'ailleurs pour le corps médical vis-à-vis de ce qu'il est, mais aussi des attentes de la société. Mais enfin, ce qui envahit le débat, c'est la question du nombre. Or, on n'a jamais été aussi nombreux. Il n'y a jamais eu autant de médecins en France. 216 000 médecins aujourd'hui, peut-être même un petit peu plus, ce qui n'empêche que remontent de tous les territoires, c'est le mot à la mode maintenant, des alertes sur le fait qu'on n'arrive plus à trouver de médecins à proximité. Alors, c'est le résultat d'un demi-siècle de ce que j'appelle, pardon si je vous choque par mon propos, une forme d'impéritie, avec une utilisation déraisonnable du numerus clausus, mis en place en 1972, finalement comme outil de régulation de la démographie médicale, ce à quoi il est totalement inadapté. On pourra en discuter si vous voulez, je ne vais pas prolonger le sujet tout de suite. En 1993, on est descendu jusqu'à 3500 étudiants entrant dans les études de médecine. Personne ne pouvait penser que ça pouvait suffire. N'empêche qu'on est allé jusque-là. Puis en 2020, le numerus clausus a été supprimé, il fallait le faire, et on est maintenant à des chiffres aux alentours de 10 000 étudiants entrant dans les études de santé. Ce qui amène certains décideurs à dire le problème du chiffre, il est résolu. Enfin, il sera résolu dans 10 ou 15 ans. Ça, c'est une idée fausse qu'il faut corriger, et on l'écrit dans notre livre, car c'est faire fi de l'évolution de la population de notre pays, qui est passée de 52 millions à 67 millions aujourd'hui. Et ni en France, ni dans aucun autre pays auquel on puisse se comparer,
on ne retrouvera, en tout cas dans les décennies qui viennent, une densité médicale comparable à celle qu'on a en souvenir. Donc il faut s'éloigner des questions de chiffres, enfin bien sûr elles sont importantes, hein, mais il faut surtout reconsidérer la place du médecin dans l'offre de soins. Et même pour les médecins, ce n'est pas clair. Le médecin aujourd'hui ne sait pas très bien, en tout cas moi je ne le sais pas, ce que sont les attentes de la société en termes de santé publique pour les 10 à 15 ans qui viennent. La société, elle, on le voit dans les revendications, hein, elle attend d'avoir toujours auprès d'elle, pardon, parce que je parle de médecins, spécialité médicale, peut-être pas des spécialités chirurgicales, mais on y viendra, elle parle de celui qui va venir contrôler la pression artérielle, la glycémie en faisant une piqûre au bout du doigt et un dextro, ou pour moi qui suis pneumologue, la mesure du souffle. Eh bien, je pense qu'il faut revoir complètement le rôle du médecin comme un coordonnateur au sein d'une chaîne de soins avec différents professionnels et puis réellement des exercices partagés, mais le médecin étant le coordonnateur de ça. Alors, pour y arriver, il faut revoir la formation. Et c'est là que je fais mon autocritique, puisque je suis depuis 10 ans doyen de la faculté de médecine. J'ai effectivement présidé la conférence des doyens de médecine française et que je suis actuellement vice-président de la conférence internationale des doyens de médecine d'expression française. Donc j'ai une lourde responsabilité dans le fait de reconnaître que l'évolution de notre formation ne répond pas parfaitement aux attentes et qu'il faut qu'on évolue. Mais pourquoi on en est là? C'est parce que l'université est sortie, en réalité, et peut-être que vous n'en êtes pas complètement rendu compte, de ses prérogatives de responsable de la formation. Les réformes des études médicales qui ont été conduites, elles ont été pilotées essentiellement par le ministère de la Santé dans une vision très finaliste de production d'offreurs de soins, mais pas forcément dans une approche universitaire. Et ça s'est acutisé, je vous le disais, en fin d'année, avec un avis du Conseil d'État qui me paraît au demeurant très pertinent, hein, qui est de reconsidérer l'organisation des fameux oraux pour l'entrée dans les études médicales, et qui demande au gouvernement de rationaliser un petit peu tout ça, et je pense qu'il faut le faire, effectivement, mais enfin, c'est extraordinaire que le Conseil d'État soit obligé de se prononcer sur ce sujet-là. Et puis, plus récemment encore, au journal officiel du 27 décembre, une loi, dont j'ai oublié le nom parce qu'il est très long, c'est territorialisation, offre de soins professionnels de santé, etc., qui, dans son article 20, confie désormais au seul ministre ou à la seule ministre de la Santé la détermination du nombre d'étudiants qui entrent dans les études de médecine, et dans l'article 22, et donc plus d'enseignement supérieur de recherche hein, là-dedans, et qui, dans son article 22, dit que ces chiffres doivent être fondés non plus sur, comme avant, les capacités de formation et les besoins de santé, mais désormais sur les besoins de santé, et c'est écrit comme ça en priorité, ce que je peux comprendre, hein, puis, et ça paraît presque accessoire, les capacités de formation. Donc évidemment, les universitaires que nous sommes responsables de la formation s'interrogent et voient, et c'est mon troisième et dernier point, la place des étudiants dans tout ça. Les étudiants oscillent, et eux-mêmes ne savent plus non plus très bien qui ils sont, oscillent entre ce que j'appelle moi des étudiants tels qu'ils apparaissent dans l'arrêté qui a fait la réforme du troisième cycle, ou des professionnels de santé en formation qui apparaissent encore aujourd'hui dans le Code de santé publique. Et on voit bien qu'en réalité, compte tenu de la construction de la formation, on continue à les voir comme des apprentis médecins, apprentis chirurgiens, apprentis ce que vous voudrez, plus que comme des étudiants. Alors face à ça, et j'en termine là-dessus, quelles sont les pistes d'amélioration auxquelles nous pensons nécessaire de se pencher? Premièrement, définir les objectifs clairs de santé publique à 10 ou 15 ans, et probablement aussi simplifier le pilotage de cette santé publique. Il y a un millefeuille dans lequel on se perd et on ne sait plus très bien qui fait quoi. Deuxièmement, redéfinir, c'est un choix de société, c'est un choix politique très fort, un choix sociétal, ce qu'est, donc encore une fois, pardonnez-moi, j'emploie toujours le terme médecin, mais pour moi les chirurgiens sont aussi des médecins, bien sûr. Hein. Oui. Bien sûr. Donc redéfinir ce qu'est le médecin dans l'offre de soins dans notre pays, définir un statut clair des étudiants en médecine dans notre organisation, et puis revisiter un peu les réformes des études médicales qui nous occupaient depuis 2017. En particulier, revoir la place des sciences dites fondamentales. Et moi, j'aime pas du tout ce terme, parce que fondamental, qu'est-ce que c'est? Je préfère qu'on parle de connaissances essentielles. Il faudrait qu'on aille plus loin dans le toilettage des programmes, parce que je pense qu'on ingurgite beaucoup trop de choses encore dans le cerveau de nos jeunes. Hein. Les connaissances médicales doublent tous les 73 jours. Inimaginable. Hein. Donc je pense que le problème, c'est pas d'enseigner des connaissances, c'est plus d'enseigner des compétences, réinjecter des sciences sociales, revoir cette histoire des oraux, et puis plus avancer dans le programme et dans l'avancée des études,
développer la pluriprofessionnalité dans la formation, remettre des corpus culturels communs qui ont eu tendance à être mis en retrait avec la multiplication des spécialités. Et vous connaissez ça mieux que personne avec vos spécialités chirurgicales nouvelles qui peut-être parfois peuvent poser le problème de ce corpus culturel commun. Et puis évidemment, entretenir une élite, l'existence d'une élite médicale en multipliant les doubles cursus, que ce soit en sciences dites fondamentales ou en sciences humaines et sociales. Voilà un peu le propos de notre livre que j'ai résumé très brièvement. Pardon si je suis allé un peu vite. Et Pascal et moi serons ravis de répondre aux questions que ça peut vous poser. Merci de votre attention. Vous voulez dire un petit mot, Monsieur Morel ? Oui, alors d'abord, le plaisir que nous avons et nous vous remercions de l'honneur que vous nous faites. Oui, on est parti également, pour compléter ce que dit Patrice, de constat, en tout cas c'est le journaliste que je suis pour ma part, que notre système de santé a été dans les dernières années, et dans les nombreuses dernières années, extrêmement sollicité à la fois par des objectifs qu'on lui a fixé et que donc les médecins en premier lieu avaient à remplir, à répondre, et puis d'autre part des crises qui se sont multipliées. Si on fait, sous le contrôle du président, si on fait l'énumération sur une vingtaine d'années des différentes crises dans lesquelles notre système de santé, la France d'une manière générale, a été placé, on peut effectivement, et c'était je crois le moteur de notre petite aventure que nous avons eue, on devait se poser des questions assez fondamentales sur la place de la médecine dans la société. Alors évidemment, comme Patrice l'a dit, le lendemain du Covid en particulier, mais ça et plusieurs essais ont été écrits sur cette période, mais enfin un vrai constat, c'est-à-dire que d'insuffisance ou en tout cas de problèmes qui se posaient, mais d'une manière générale, partir sur la place du médecin dans la société française vis-à-vis de l'ensemble de la société, la place de l'État avec un grand E dans l'organisation de ces systèmes, et le fait que les crises que j'évoquais, qui se sont succédées, posaient des questions que l'on ne pouvait pas, en tant que citoyen, en tant que médecin, en tant que professionnel de santé, ne pas essayer de répondre. En réalité, ne pas s'endormir sur ses lauriers, on peut le dire ici, dans un lieu aussi prestigieux, et en fait prendre conscience d'infinies questions qui se posaient et d'infinis problèmes, et notamment donc de réfléchir à ce que pouvait être, parce que en réalité c'est le titre, à la racine, tout dépend en fait du début de l'histoire, et notamment de la formation médicale qui nous concerne, Patrice et moi, et surtout Patrice, mais peut-être même avant, c'est-à-dire faire en sorte que les grands enjeux de santé publique, de prévention, naissent dans la population bien avant la décision de s'intéresser aux questions médicales, mais que tous les citoyens soient sensibles à ces problèmes, et en particulier, donc, pour le journaliste que je suis, comprendre que l'information en santé, après le Covid, après les crises sur la vaccination, étaient des sujets qui étaient vraiment des sujets centraux que l'ensemble de notre société devait se poser. Merci beaucoup au doyen Dio et à monsieur Morel, parce qu'effectivement, la santé, c'est une mission régalienne de l'État. Je reste persuadé qu'on a un droit à la santé. Par ailleurs, je reste persuadé qu'il fallait supprimer le numerus clausus. J'étais à cette époque-là le rapporteur du rapport BAC, qui proposait une réforme avec l'instauration des passerelles en plus de ça, et j'étais un ardent défenseur de cette modification. Néanmoins, tout ce que vous avez dit est totalement vrai, c'est-à-dire qu'on a augmenté de façon très importante, même si on ne le voit pas sur le terrain, le nombre de médecins, mais le nombre de formateurs est resté totalement identique. On regardait il n'y a pas hier avec le doyen de la faculté, le nombre n'a pas augmenté. Ça, c'est une chose qui est sûre. Et au niveau chirurgical, les instruments ont totalement évolué. L'intelligence artificielle est une réalité, la simulation est une réalité, les blocs miroirs sont une réalité, la robotique sont une réalité. D'où l'inquestionnement de notre compagnie, d'une mission tout à fait indispensable de l'Académie nationale de chirurgie, quelle est la formation des opérateurs. Et donc, à l'initiative de Philippe Marre, et je l'en remercie publiquement, il y a une réunion
un groupe de travail qui va se réunir le 15 mars à l'Assemblée nationale, donc au lieu de pouvoir et de décision, pour mettre en place des groupes de travail qui vont aboutir à ce qu'on appelle les RICF. Alors qu'est-ce que c'est que les RICF? C'est une rencontre qui avait été mise en place par le professeur Benamou de la francophonie chirurgicale et médicale. Alors plus chirurgicale pour nous que médicale, qui est très importante parce que la formation, oui, en France, mais il y a aussi l'IRCAD en Ouganda, il y a des formations, et donc c'est un grand rendez-vous qu'on va faire d'ailleurs au ministère de l'Enseignement supérieur, puisque c'est dans l'ancienne Polytechnique que nous allons réunir. La date pour l'instant, mais n'est pas été encore validée par la ministre, ce serait le 28 et 29 octobre. Vous voyez quand même qu'on avance au niveau des dates et du programme. Et puis, ensuite, il y a tout ce qui est modification chirurgicale. L'année dernière, on avait fait 4.0 et cette année, on fait 4.1, c'est-à-dire qu'on progresse. Et là, ça sera au ministère de la Recherche. Donc, vous voyez qu'on a effectivement, dans la droite ligne de ce que vous dites, une réflexion qui est, je dirais, nécessaire pour notre institution, ça c'est sûr. Alors, à titre personnel, s'il y a bien quelque chose que j'aimerais supprimer, c'est les écos. Parce que je ne sais pas si ma vice-présidence, qu'est-ce qu'elle en pense, mais les échos, c'est quand même quelque chose... Bon, ok, d'accord. C'est une nouvelle façon d'interroger les étudiants qui me paraissent un petit peu complexes. C'est-à-dire que pour moi, les échos, c'est réinventer ce qui a existé autrefois au travers des cliniques. Oui, mais c'était avec des vrais malades, là. C'était avec des vrais malades. Tandis que là, c'était avec des intermittents du spectacle. Et bon... Oui, alors, le problème, c'est le nombre auquel on est arrivé aujourd'hui, si vous voulez. Parce que les cliniques, quand elles existaient, pardon si je prends des minutes, mais à l'époque, les cliniques... C'est un problème qui m'irrite un peu. Donc, je comprends que ça vous irrite parce que c'est compliqué pour tout le monde, et croyez-moi, pour nous, ça l'est particulièrement. Mais les cliniques n'y étaient soumises que ceux qui passaient par la formation d'élite du concours de l'externat et de l'internat. Maintenant qu'on a des chiffres qui sont beaucoup plus importants que ceux de l'époque, et que l'ensemble des étudiants passe par ces processus, c'est pas mal quand même d'évaluer les compétences. Mais vous avez raison, je suis comme vous, je pense qu'on peut faire plus simple et de façon plus pertinente aussi. Et de toute façon, je pense que ça va être difficile sur la durée de refaire l'exercice qu'on s'apprête à faire au mois de mai, là, qui est juste usant pour les facs de médecine. Très, très chronophage. Alors, le sujet que vous traitez est un sujet très sensible pour tous les médecins. Alors, on ne le fait jamais, mais... on va peut-être, pour ceux qui le souhaitent, poser une ou deux questions. On va se limiter à 2 questions. Oui, j'aimerais bien poser une question, si vous voulez bien. Oui. Alors, Bernard Cron, en visio. Oui, bonjour les amis, vous êtes monsieur le 4e doyen que j'entends sur ce sujet-là. J'avais passé 1h30 avec Jean Sibiliard pour en discuter. N'étant pas d'accord sur la façon de sélectionner en première année les étudiants en médecine, avec un oral qui sélectionne des étudiants qui ne sont pas les plus travailleurs et avec une influence du wokisme que je trouve négative. Bernard, n'oublie pas de poser ta question. La question, c'est que pour arriver à une solution, je vous propose de lire mon livre et de venir en débat pour le présenter. J'ai toutes les solutions et ma question est la suivante. Pour la médecine générale, faire une 4e année d'internat est ubuesque parce que ça retarde d'autant l'installation, ça empêche les médecins généralistes de trouver des remplaçants. Et je pense qu'il faut revoir le cycle de l'internat de médecine générale pour avoir, comme à l'époque d'excellence de la médecine, quand on était numéro 1, une formation en 7 à 8 ans et non pas en 10. Donc ma question, allez-vous vous attaquer à l'internat de médecine générale et en tant que vice-président des anciens internes des hôpitaux de Paris, c'est une question qu'on va débattre à notre conseil d'administration très bientôt. Voilà ma question. Alors, bon, déjà, moi je suis... Alors, je vais considérer que c'est une question. Je suis passionné par la médecine générale. Mon père était médecin de campagne. J'ai à un moment hésité à prendre sa succession. Et donc, je ne dis pas que je suis un expert de la médecine générale, mais en tout cas, c'est un sujet qui me passionne. Moi, je considère que la médecine générale, et là, vous pouvez tout à fait ne pas être d'accord avec moi naturellement, hein, et sur tous les points d'ailleurs, mais je considère que la médecine générale est probablement une des spécialités médicales, puisque c'est une spécialité
depuis 2004, les plus complexes qui soient. Les plus complexes qui soient. Et je ne vois pas comment contester le fait que 3 années, pardon d'être un peu direct, mais contester le fait que 3 années soient un peu juste quand il faut 5 ans pour devenir le pneumologue que je suis ou le pneumologue que seront les internes que je forme aujourd'hui. Je trouve que 3 ans, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas, les étudiants eux-mêmes le disent. Alors là où le bas blesse, c'est pas tant dans le nombre d'installations, parce que je vous rappelle que le délai moyen d'installation d'un médecin généraliste après la soutenance de sa thèse est actuellement de 6 ans. Les étudiants, les jeunes médecins, c'est un problème qu'on aborde dans notre bouquin, ne franchissent plus le pas de l'installation. Ils se satisfont du système des remplacements, qui est assez lucratif et qui évite la prise de responsabilité dans tous les sens du terme, d'ailleurs. Donc moi, je pense que ce qu'il faut, c'est redonner ce sens des responsabilités et surtout faire en sorte que ces études spécialisées de médecine générale conduisent à des installations là où on a besoin des médecins généralistes. Et la 4e année, si elle est bien conçue, et je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il y a des évolutions à apporter et que ça a été fait, tout ça, un petit peu trop vite quand même. Mais si elle est bien conçue, elle doit permettre de remettre le pied dans ces fameux territoires dont on parle. J'aime pas trop ce mot, mais enfin, il est tellement utilisé aujourd'hui. Et peut-être de fidéliser des futurs praticiens dans ces territoires. L'enjeu, il est là, si vous voulez. Mais moi, j'ai pas une approche aussi définitive que la vôtre. Vous voyez, sur cette durée de formation, je crois vraiment que 3 ans, c'est un petit peu trop court pour acquérir l'ensemble des compétences. Alors, l'élu de la République va répondre également. Moi, je suis pour la 4e année pour irriguer les territoires. Et donc, dans mon département, il y a un problème de logement pour les jeunes internes. Et donc, on a transformé dans les EHPAD, il y a des chambres de libre et des studios de libre. Et donc, on fait de façon gratuite, de façon à ce qu'ils puissent y aller facilement. Et je reste persuadé en goûtant, je dirais, ce type de pratique qui est très intéressante, les gens vont pouvoir s'y installer. Et donc, cette 4e année permet aussi de voir une autre médecine que celle en CHU ou dans les gros CHG. Est-ce que je peux dire un mot ? Alors d'abord, je salue le docteur Cron, que je suis très attentivement et qui est présent dans de nombreux débats. Donc le journaliste que je suis regarde et écoute attentivement ce qu'il dit. Je réponds en marge à ce que dit Patrice, c'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas non plus, c'est quand même peut-être un des éléments centraux de ce que nous avons écrit, il ne faut pas non plus avoir une vision probablement trop pratique en réalité de ces questions de formation. On a été quand même très frappé par le fait que les médecins, et je crois, vous en conviendrez, sont ici vous fâchés, les chirurgiens en particulier. Il est nécessaire quand même de former en une douzaine d'années de jeunes gens qui seront de bons praticiens, mais qui seront également des hommes cultivés et qui auront eu la possibilité, comme cela se fait dans d'autres écoles. Moi, je suis le président du groupe santé de Sciences Po et je vois que nos étudiants à Sciences Po sont formés à la fois en France, à différents programmes. Ils vont à l'étranger obligatoirement. Et quand on regarde avec une obligation d'ailleurs d'une année pour des études qui sont à peu près comparables, peut-être même d'ailleurs, peut-être en termes en tout cas de temps moins longues, et ils ont quand même une nécessité d'acquérir une certaine ouverture d'esprit. Et nous avons été, je crois, frappés, et c'est peut-être une critique que l'on peut faire à nos enseignants, même à nos plus illustres professeurs, c'est de dire qu'à la fin de l'histoire, on sort de jeunes médecins, et je le dis, et chirurgiens, qui manquent sans aucun doute d'une vision assez globale de ce que doit avoir et être armé un professionnel de ce niveau-là, que l'on a quand même passé beaucoup de temps à former et qui doit avoir une culture, tu l'as à peine évoqué, mais enfin, tu n'avais pas le temps, de sciences humaines, de philosophie, des grandes questions sociales qui se posent. Il y a aujourd'hui les questions de fin de vie et on se pose la question, est-ce que les jeunes chirurgiens formés dans nos facultés de médecine sont armés pour répondre à toutes ces questions, alors qu'ils sont vraiment des cadres très très supérieurs de notre République. Alors, peut-être une dernière question courte, et puis réponse courte. Bon. Oui, c'est un sujet passionnant et qui est une préoccupation majeure. Alors, c'est plutôt une réflexion qu'une question, qui rejoint complètement celle de Bernard Cron. À l'heure actuelle, où les connaissances se développent de façon exponentielle,
où on dispose de moyens d'information, l'informatique, l'intelligence artificielle et tout ça, est-ce qu'au contraire, il ne faudrait pas réduire complètement les études médicales à 7-8 ans en leur donnant une formation clinique qui manque? On se rend compte autour de nous que les médecins manquent de bon sens, d'examen clinique et tout. Donc partir d'une formation clinique solide, de raisonnement, et ensuite des réseaux très poussés avec les spécialités, parce qu'un médecin généraliste ne pourra jamais tout savoir. Et réduire à ce moment-là les études de 4-5 ans. Voilà, mon idée c'était ça, c'est d'avoir un socle solide de clinique, fondamental, qui est la base de tout, et des réseaux avec les spécialistes. Alors moi je partage votre avis. Je pense que l'empilement des connaissances dont on avait pour ambition de sortir, on n'a pas bien réussi dans la réforme du deuxième cycle. Et je pense, pour aller dans le sens de ce que vous venez de dire, que nous aurions même dû proposer une réduction d'1 année du deuxième cycle. Je suis entièrement d'accord avec vous. Et c'est un peu ce qu'on a fait, mais il reste la 6e année, qui est un entre-deux, qui n'est pas très satisfaisant, on va vite s'en rendre compte. Donc je pense qu'on peut gagner 1 année dans le deuxième cycle, et je suis entièrement d'accord avec vous, il faut arrêter l'empilement des connaissances. Je vous dis, elles sont multipliées par 2 tous les 73 jours, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans Nature, et les gens peuvent accéder à la connaissance n'importe où. Ce matin, je vous raconte une anecdote, si vous me permettez, très rapide. Ma femme avait un truc qui la gênait sur l'oreille, qui l'inquiétait. Elle va voir le dermato, et le dermato lui dit « je vais regarder sur Google ». Professeur de dermatologie. Donc je dis, et très expérimenté, voilà. Donc, non, mais ça veut dire que pour rechercher la connaissance, il y en a même qui vont chercher sur Wikipédia, on l'a écrit dans le bouquin. Donc le problème, il n'est pas la connaissance, il est la compétence, et Dieu sait que le collègue dont je parle ce matin, là, a la compétence. Et donc, d'accord avec vous sur les 2 points. Et en parallèle, augmenter leurs revenus de façon importante pour pouvoir... Je regrette, nous devons clore ce débat sans avoir réglé les affaires. Mais en tout cas, nous vous remercions beaucoup. Parce que donc, ces livres sont à l'Académie, ils sont à votre disposition et leur lecture sera sûrement très intéressante. Merci beaucoup, doyen Dio et peux-tu rappeler le nom du livre? Peux-tu rappeler le nom du livre? Le nom du livre, c'est quel est le nom du livre? Notre médecine est malade, soignons le mal à la racine. Le nom du livre, s'il vous plaît. Si vous pouvez vous décaisser. Montre le livre. Montre le livre, Hubert. Voilà. Comment s'appelle? Peux-tu rappeler le nom? C'est Notre médecine est malade, soignons le mal à la racine. Il se trouve où, ce livre? En librairie. Rue de Seine, édition Rue de Seine. C'est pas loin. Je donne d'ailleurs une information, il y a une réunion avec l'Olivin qui regroupe les anciens énarques et Sciences Po le 7 février à 19h sur tous les problèmes médicaux et j'engage fortement M. Morel de sa présence entre collègues et le doyen bien entendu. Je passe maintenant la parole au secrétaire perpétuel pour nous faire le bilan et le résumé de la séance précédente. Alors la séance de la semaine dernière était dédiée aux consultants et experts, comme c'est classique toujours au début de notre programme annuel, modérée par Henri Coudane et présidée par Olivier Jardet. Iléana Éranger d'Amiens, les effets de la procédure pénale sur le retentissement psychologique des victimes d'infractions, la place du psychologue en unité médico-judiciaire. Depuis 2010, le psychologue est intégré dans les unités médico-judiciaires. Sur réquisition du procureur, il reçoit les victimes d'infractions pénales pour évaluer les souffrances psychiques liées dans un premier temps aux faits générateurs, mais aussi dans un deuxième temps à la lenteur de la procédure pénale, non initialement pensée d'ailleurs pour soulager la souffrance des victimes. Une aide pour les victimes, mais aussi pour le système judiciaire. Denis Vincent de Nîmes, serment d'Hippocrate versus serment d'expert, lequel s'impose à l'expert judiciaire. Le serment d'Hippocrate peut s'imposer au médecin expert, car le magistrat nous saisit en tant que médecin. Des situations rares, mais qui peuvent conduire à dépasser la mission. Claude Soucy de Paris, la responsabilité médicale en matière d'infection nosocomiale. L'expert doit établir la plausibilité de l'association entre la prise en charge et l'infection, sauf s'il est établi que l'infection a une autre origine que la prise en charge. Un diagnostic parfois difficile. Yves Jacob de Metz, commission juridique de la Société française de la chirurgie de la main, un outil professionnel. Identifier et travailler avec les experts concernés, identifier les difficultés juridiques liées aux nouvelles pratiques et aux interprétations de la nomenclature, connaître la sinistralité, formation des chirurgiens et réunion sur dossier.
un outil aussi original qu'utile. François Beckmer de Strasbourg, médiation médicale, expérience et enseignement. Les réclamations sont liées dans 53% à un défaut d'information avec le patient ou son entourage ou entre soignants, qui contribue à une suspicion d'erreur médicale. Les difficultés organisationnelles suivent, qu'il s'agisse d'urgence dans 19% des cas, de sortie précipitée dans 17% des cas ou de transfert entre services. Dans 24% des cas, la réclamation concerne un décès. L'analyse de ces réclamations permet la prévention. Enfin, Michel Bernard de Paris, mensonge et contre-vérité dans l'expertise médicale, un fait dommageable. C'est le cas dans 17% de 1000 dossiers analysés. Mensonge par faux, par omission, par jeu, par faiblesse, par politesse. Sa détection est possible a posteriori par une analyse comportementale, qu'elle soit verbale ou non, l'analyse des mots-clés et les réponses aux questions bénignes. On ment pour tirer indûment un bénéfice ou on dissimule pour se tirer d'un mauvais pas. La détection du mensonge est nécessaire pour éviter le vol du jugement. Monsieur le Président, je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire.